Imaginez-vous ramper sur le ventre à travers un tube en acier complètement noir, à peine plus d'un mètre de large, sur 15 kilomètres. L'oxygène est rare. Des décennies d'accumulation de gaz contaminent le peu d'air respirable. Vous vous évanouissez, mais quelqu'un vous réveille vite. Derrière vous, une douzaine d'autres soldats endurent les mêmes conditions, tous agacés que vous bloquiez leur passage. Devant, quelque part, il y a une sortie. Et ça, c'est la partie facile. Dès que tu sors, un drone t'attend pour te traquer avant même que tu puisses reprendre tes repères. Ce n'est pas une œuvre de fiction. Ainsi, la Russie a tenté de prendre une petite ville stratégiquement importante dans le nord-est de l'Ukraine. Et cela aurait presque fonctionné sans une vulnérabilité majeure laissée par la Russie. Peut-être la bataille la plus absurde de la guerre Russie-Ukraine. Elle met en scène l'héritage de Brejnev, une déclaration de victoire prématurée, une apparition audacieuse sur le front, un microcosme de l'évolution des assauts d'infanterie et une contre-contre-attaque mémorable. Voici la bataille de Kupiansk. Prologue. Kupiansk est, ou était, une petite ville du nord-est de l'Ukraine, avec une population d'environ 27 000 habitants avant la guerre. Mais son importance stratégique éclipsait ces chiffres. Pour commencer, la rivière Oskol traverse directement la ville. J'ai agrandi la rivière ici pour refléter son importance pour la suite, mais par endroits, la largeur de l'Oskol se réduit à environ 25 mètres près du cœur de Kupiansk. Ou encore, elle croise deux grandes autoroutes, la PP07 et la PP79. En allant vers l'ouest, vous atteindrez Kharkiv. Si vous partez vers le nord ou le sud, vous suivez le chemin de ce que Moscou appelle Novorossiya. Cette ligne est la division administrative entre l'oblast de Luhansk à l'est et l'oblast de Kharkiv à l'ouest. Cela correspond à ce que la Fédération de Russie appelle une frontière internationale. Kupiansk est aussi un point de transit énergétique. En 1981, l'Union soviétique a construit un gazoduc juste au nord de la ville, conçu pour approvisionner l'Ukraine en gaz via une station d'acheminement située juste de l'autre côté de la frontière avec la Russie. Après l'annexion de la Crimée en 2014, l'Ukraine a cessé d'acheter du gaz à la Russie. Les années suivantes, Gazprom a prévu de démanteler la partie du gazoduc côté frontière. L'Ukraine, de son côté, a laissé le gazoduc à l'arrêt. Le retrait était coûteux, mais on pouvait inverser le flux pour acheminer du gaz importé d'Europe vers l'Est. Dans l'état actuel des choses, un tube d'acier vide d'environ 1,2 m de large reposait simplement et silencieusement sous terre. Toute question concernant sa remise en état s'est évaporée le matin du 24 février 2022. Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire spéciale, et les soldats russes ont commencé à franchir la frontière depuis le nord, l'est et à travers la Crimée. Alors que Kiev tenait bon, la résistance à Kupiansk s'est évaporée. Son maire s'est rendu 3 jours plus tard et serait inculpé de trahison le lendemain. Pendant plus de 6 mois, la ville était restée sous occupation russe en tant que capitale provisoire de l'oblast de Kharkiv, la Russie ayant échoué à prendre Kharkiv elle-même. Cependant, septembre 2022 a marqué le début de la contre-offensive d'automne de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont utilisé l'autoroute P07 comme repère pour leur avancée vers l'est. Première avancée apparue dans la région le 9. Le 10, les troupes ukrainiennes étaient déjà dans la ville. Le 11, ils ont commencé à se déployer le long de la rivière Oskol. Le 12, c'était le côté sud. À ce moment-là, le Kremlin a reconnu que la situation était militairement intenable et a pris 2 mesures majeures pour résoudre ce qui était sur le point de devenir une catastrophe. La première mesure a eu lieu le 21 septembre, lorsque Poutine a de nouveau annoncé à la télévision la mobilisation des réservistes russes. Cela deviendrait rapidement une politique extrêmement impopulaire, à tel point que Poutine passerait les mois suivants à la revoir et à remplacer le système de recrutement par des contrats volontaires. La deuxième mesure a été d'annexer officiellement Luhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson à la Fédération de Russie. Cette démarche visait à justifier légalement l'envoi de troupes russes dans ces régions pour assurer leur défense. Il est à noter que l'oblast de Kharkiv, où se trouve Kupiansk, n'en faisait pas partie. C'est un point qui deviendra à nouveau important par la suite. Néanmoins, l'Ukraine a continué à progresser, bien que plus lentement. Début novembre, la Russie tentait de conserver la section nord de la route P79. Plus au sud, les troupes russes étaient presque à la frontière de l'oblast de Luhansk.
C'est le moment clé de la guerre pour l'Ukraine. L'offensive s'est naturellement arrêtée à l'arrivée de l'hiver. La pluie et la gadoue ont transformé la terre en boue, rendant le plan de bataille motorisé de l'Ukraine irréalisable. La mobilisation de centaines de milliers de soldats a porté ses fruits pour le Kremlin. La Russie a renforcé ses défenses et l'Ukraine n'a pas réussi à lancer une offensive réussie au printemps 2023. La guerre était en train de tourner à nouveau. Acte 1. Assaut frontal. Environ 2 ans se sont écoulés sans mouvement sérieux près de Kupiansk. Mais vers la fin de 2024, la Russie a lancé une nouvelle campagne pour la ville. Au départ, les principaux efforts consistaient à longer la rivière et à avancer au nord et au sud de Kupiansk, laissant un vide au centre. Mais le 13 novembre, la Russie a frappé plus fort en envoyant 2 colonnes blindées directement dans la ville le long de la rive est. Arrivés sur place, ils se sont dispersés en ville et ont appelé des renforts, comme lors des offensives russes. Cela est toutefois arrivé bien après que les tactiques d'infanterie de première ligne étaient surtout passées aux drones FPV. Les chars et véhicules blindés étaient peu relégués au second plan sur les fronts, car un drone pouvait aisément détruire des équipements valant des millions. La Russie a néanmoins persévéré. Maintenant, pourquoi c'était le cas n'est pas clair. Cela pouvait être politique. Les commandants ukrainiens pensaient que Poutine avait fixé au 1er novembre la date limite pour capturer Kupiansk. La date était dépassée depuis 2 semaines, et les commandants locaux subissaient cependant la pression d'annoncer de bonnes nouvelles avant le discours du Nouvel An de Poutine. L'autre raison pouvait être le brouillard. Le jour de l'assaut était épais. La Russie tentait sans doute de faire passer discrètement des équipements lourds. Les opérateurs de drones FPV sont moins efficaces quand la bataille a lieu juste au-dessus d'eux. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas marché. L'Ukraine a détecté l'infiltration et détruit les blindés. En 6 heures, l'infanterie ukrainienne a éliminé les retardataires de la première vague. 2 semaines plus tard, la Russie a quitté les quartiers périphériques de la ville. Acte 2. Une poche et une manœuvre de flanc. La bataille de Kupiansk portait finalement sur la rivière Oskol, et c'est là que la Russie a poursuivi le plan B. Les troupes russes s'étaient déjà rapprochées de la rivière, au nord et au sud de la ville. En ramenant la pression directement au centre, cette fois avec des drones et de l'infanterie débarquée, cela créerait une sorte de poche, la rivière servant de composant final. La rivière restait franchissable pour battre en retraite, mais cela compliquerait la logistique du réapprovisionnement pour l'Ukraine. La Russie pourrait aussi choisir de contourner Kupiansk. Au lieu de combattre à travers la rivière pour entrer dans la ville bien défendue, la Russie pourrait utiliser les zones déjà atteintes pour créer 1 ou 2 têtes de pont sur la rive ouest. Elle pourrait ensuite prendre en tenaille les Ukrainiens retranchés à Kupiansk, ou encercler la ville et en faire le siège. Cette deuxième option portait un message politique fort. La loi russe ne reconnaissait que les 4 oblasts de l'Est ukrainien comme partie de la fédération. Or, les frontières administratives ne correspondent pas toujours à des territoires défendables militairement, et c'est le cas ici. Si le Kremlin voulait stopper la guerre une fois la ligne de contrôle atteignant ses frontières codifiées, il n'avait aucune raison de franchir la rivière. Il fallait juste prendre le territoire jusqu'à la rivière et s'en servir comme défense pour renforcer sa revendication. Continuer à tenter d'occuper Kupiansk signalait plutôt l'intention de prendre toute l'oblast de Kharkiv, et peut-être davantage. Finalement, la Russie a privilégié la seconde option, se concentrant surtout sur la route du Nord. Le 26 novembre, la Russie a affirmé avoir traversé l'Oskol et être entrée dans une localité. Fin du mois, une seconde tête de pont s'est formée plus au sud. À ce stade, il était devenu clair quelle était la stratégie de la Russie, et l'Ukraine a tenté de renforcer la zone. Début décembre, les forces ukrainiennes ont repoussé la Russie de la première tête de pont. Cependant, à la fin janvier, la Russie avait consolidé la deuxième tête de pont. La première étape du plan plus vaste du Kremlin était accomplie. Il avait réussi à établir une présence à l'ouest du fleuve. Pendant les 6 mois suivants, les forces russes ont lentement progressé vers le sud, utilisant les équipes standards d'1 ou 2 hommes pour avancer, établir des cachettes et échapper aux drones ukrainiens. Fin juillet, la ligne de front atteignait la lisière même de Kupiansk. La véritable bataille était sur le point de commencer. Acte 3. Attaque et contre-attaque. Au début du mois d'août, la Russie a commencé à envoyer ces mêmes équipes d'infiltration d'1 ou 2 hommes dans la ville. Cela a aussitôt posé problème aux défenseurs ukrainiens,
qui comptait alors sur les drones pour stopper l'avancée. Sur les champs ouverts, les soldats russes au étroit sont des cibles faciles. Une fois en ville, tout a un toit, et tout devient donc une bonne cachette. Oui, en un sens, l'arrivée des drones a encore accru la difficulté du combat urbain. Il restait cependant le problème de faire pénétrer des soldats russes en zone urbaine. Il est déconseillé de courir à travers les espaces ouverts. Et c'est ainsi que nous revenons à la saga des pipelines de l'ère Brejnev. Rappelez-vous que l'Ukraine avait laissé le pipeline à l'arrêt, espérant un jour le remettre en service et ne voulant pas payer pour le démanteler correctement. Mais le pipeline semblait régler le problème d'accès russe. Il suffisait que des hommes y entrent depuis un endroit sûr, rampent sous le no man's land et émergent quelque part directement à l'intérieur de Kupiansk. Un officier ukrainien estime que des centaines de soldats russes ont tenté cela. La stratégie n'a sans doute pas bien marché pour ceux qui y ont participé. Les troupes rampant dans le pipeline sont tombées dans une stupeur en parcourant jusqu'à 15 km pour trouver une sortie. Quand ils sortaient enfin, ils erraient sans but, leur cerveau n'ayant pas récupéré du manque d'oxygène et des produits chimiques inhalés. Mais ils posèrent toujours problème aux troupes ukrainiennes qui jouaient des semaines au chat et à la souris pour trouver et sceller la dernière sortie. Néanmoins, le fait était que la Russie avait progressé dans la ville et le Kremlin était prêt à célébrer. Le 20 novembre, Poutine a visité le poste de commandement du groupe Ouest et reçu une mise à jour du chef d'état-major Valery Gerasimov. Le groupe de forces Ouest a libéré Kupiansk et élimine maintenant les formations ukrainiennes encerclées sur la rive est de la rivière Oskol. Sauf que ce n'est pas ce qui se passait. Gerasimov affirmait que la ville était prise et la poche entièrement formée. Mais à ce moment, la carte ressemblait à ceci. La Russie avait effectivement mis le pied à Kupiansk, mais la ville était simplement disputée. Les forces ukrainiennes à l'est de l'Oskol pouvaient encore se replier si besoin, mais ce n'était pas nécessaire. Au contraire, la Russie avait un problème plus structurel à gérer. Elle avait avancé un saillant au sud le long de la rivière. Les saillants ne posent aucun problème, ils sont souvent idéaux pour débuter une bataille. On ne peut pas les laisser ainsi durablement. C'est la surprise qui les empêche de s'effondrer. Et c'était là tout le problème. Entre-temps, la Russie avait à peine progressé pour encercler les soldats ukrainiens du côté est de l'Oskol. Cela a créé une opportunité pour l'Ukraine. En coupant à travers le saillant, tous les soldats qui étaient entrés dans Kupiansk n'auraient de plus accès au ravitaillement. C'est exactement ce qui s'est produit. Vers le 10 décembre, l'Ukraine a fait s'effondrer le saillant. Le 12 décembre, Volodymyr Zelensky s'est rendu à l'entrée principale de la ville, tandis que des tirs retentissaient en arrière-plan. Il se moquait de Vladimir Poutine, balayant l'idée que la ville était contrôlée par les Russes. Le Kremlin a crié à l'imposture, affirmant que la vidéo était un faux généré par l'IA, illustrant ainsi que le problème avec la technologie moderne concerne moins la production de mensonges que la remise en question de la vérité. Les mois suivants ont été consacrés aux opérations de ratissage, certains soldats russes affamés restant cachés des semaines dans des sous-sols. Entre-temps, diverses affirmations du Kremlin prétendaient que Kupiansk était sous contrôle russe, et d'autres vidéos venaient en contredire ces propos, comme le drapeau ukrainien flottant au-dessus du bâtiment du conseil municipal. La Russie avait échoué à prendre Kupiansk. Épilogue. Bien que la bataille dure depuis plus d'1 an et demi, il est encore trop tôt pour la déclarer terminée, malgré les revers russes. Lors de l'enregistrement, les troupes russes sont toujours à l'ouest de l'Oskol, au nord de la ville. Le Kremlin a toujours pour objectif de libérer Kupiansk, et il ne serait pas surprenant qu'une nouvelle bataille pour la ville commence à l'avenir. Et il n'y a aucune garantie quant à l'issue d'une future bataille. En avril 2026, des rapports médiatiques ont fait état de soldats ukrainiens affamés dans la semi-poche à l'est de l'Oskol, la rivière ayant compliqué les missions de ravitaillement habituelles. Cependant, la bataille était un signe précoce de ce qui allait arriver à moyen terme. Quelques mois après la sécurisation de la ville par l'Ukraine, les échanges territoriaux ont penché en faveur de Kiev. Et l'un des principaux facteurs sous-jacents là-bas, les nouveaux drones ukrainiens à moyenne portée, conçus pour éliminer la logistique russe, promettaient de compliquer davantage les efforts russes dans la région. Mais la guerre fait toujours rage. Si ce type de rétrospective vous plaît, bonne nouvelle. J'ai une playlist dédiée, surtout centrée sur les débats de la guerre.
C'est la première de ce genre que je fais depuis longtemps, et j'ai aimé la préparer. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.